Salut! Ça c'est plutôt mon jingle de fin normalement. Ciao! Bon, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que l'été se passe bien. Je sais qu'il fait très chaud en ce moment en France, mais aussi rassurez-vous ici, c'est très difficile, beaucoup d'humidité. Fait que effort en contrôle, on regarde un peu moins l'allure, un peu plus la fréquence cardiaque. Ça y est, je me prends pour un coach, je vous donne des conseils gratuitement. Voilà, prenez ce que vous voulez. Bref, aujourd'hui, nouveau format de vidéo, c'est FAQ. C'est la première fois que j'en fais sur ma chaîne et la raison, elle est assez simple, c'est que je reçois pas mal de messages en fait sur mon téléphone, que ce soit via Instagram, que ce soit via YouTube, que ce soit via, je sais pas, Strava, bref, en fait, ça arrive un peu de tous les côtés. Et en vrai, j'essaye de prendre le temps de vous répondre, mais c'est de moins en moins possible parce qu'on reçoit de plus en plus de questions. Et il y a quand même une part de moi qui culpabilise un peu quand je vous réponds pas. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire une petite FAQ dans laquelle on va vous demander de poser vos questions. Bon, on en a reçu 150, quelque chose comme ça, fait que ça va pas être possible de tout voir, sinon cette vidéo sera beaucoup trop ennuyeuse. Donc on en a sélectionné quelques-unes. J'espère que ça va vous plaire. Surtout, dites-moi ce que vous en pensez. On va essayer de mettre des petits chapitres bien sympathiques en bas pour que vous puissiez vous y retrouver. Et voilà, c'est parti, let's go. Question sur le coaching, est-ce que tu coaches des athlètes en trail ou en triathlon ou est-ce que tu te concentres seulement sur la route et la piste? C'est vrai que j'ai des coureurs qui font du triathlon, j'ai des coureurs qui font du trail, mais je ne coach pas de triathlète à 100% et de trailer à 100%, quoique j'ai déjà fait pour le trail. La raison elle est simple, je me sens pas assez compétent dans ces sports parce que c'est pas des sports que je pratique vraiment. Le triathlon j'en ai jamais fait, du trail j'en ai fait peut-être 2 fois dans ma vie, donc je me sens pas très légitime. Par contre, les coureurs qui veulent faire du trail l'été ou du triathlon, j'en ai pas mal. Ça fait du sens dans une prépa, ça fait un peu plus de diversité, de la fraîcheur et tout. Et ça, je le fais, mais c'est clairement pas ma spécialité. Par contre, j'ai engagé un coach qui va s'occuper de la partie 100% triathlon ou alors les profils mixtes qui font triathlon course à pied. Il s'appelle Aurélien, il a une grosse expérience, vous pouvez tout voir sur mon site. Et au niveau du trail aussi, je vais commencer à travailler avec Clément qui a une bonne expérience de trail. Bref, la réponse c'est que moi, je ne fais pas du 100% triathlon, mais que dans l'équipe, en fait, il y en a qui peuvent s'en occuper. Est-ce que tu coaches des femmes? Si oui, combien? Oui, je coach des femmes, bien sûr, même si j'ai une audience qui est surtout constituée de mâles d'environ 34-35 ans et qui font de la course à pied, notamment du semi et du marathon. Étrangement, ça ressemble beaucoup à mon profil, mais oui, en ce moment, j'ai 37 athlètes, j'ai 4 femmes, donc ça doit faire à peu près 11%. Je fais genre à peu près, mais j'avais calculé quand même avant. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que j'aimerais avoir plus de femmes qui demandent du coaching parce que j'ai beaucoup de plaisir aussi, c'est un peu différent comme façon de coacher. En général, les femmes sont un peu plus faciles à coacher, un peu plus studieuses. Les quelques femmes que j'ai eues, on dirait quand tu leur dis quelque chose, la prochaine fois c'est comme fait. Puis il y a des gars, ça prend genre 2, 3, 4 mois avant de comprendre que ils s'entraînent trop fort ou des trucs comme ça. Par contre, j'ai une nouvelle dans l'équipe qui s'appelle Honorine qui prend en charge tous les profils de femmes parce que je pense qu'une femme a potentiellement envie de se faire plus coacher par une femme. Donc voilà, Honorine c'est une coureuse rapide, elle fait genre sub 20 au 5 km et surtout elle a un profil extrêmement compétente pour ce genre de trucs, très bienveillante, très professionnelle. Bref voilà, Honorine fait vraiment du super travail pour ça et j'espère que j'aurai plus de demandes grâce à ça. J'ai une question sur volume versus qualité. Est-ce qu'il vaut mieux faire 200 km en endurance fondamentale ou 70 km avec des séances de qualité? C'est une excellente question. J'ai envie de te dire, première question, quelle distance tu vises? Si tu vises du 5 km ou du marathon, c'est pas du tout la même chose. Si tu vises du 5 km, je te dirais qu'un 70 potentiellement que c'est mieux. Si tu vises du 200 km, je te dirais que c'est peut-être plus efficace pour du marathon. Mais dans les faits, il n'y a pas besoin de choisir entre pas beaucoup de volume avec plein de qualité ou plein de volume avec pas beaucoup de qualité. Vous le savez, ce qui marche le mieux, c'est un bon mix pour votre profil et par rapport à la distance que vous voulez et par rapport à la distance que vous visez. Si vous visez par exemple du 5 km et que vous avez un gros déficit, je sais pas, de vitesse, c'est très rare, et peut-être qu'il faudra faire un peu moins de volume et un tout petit peu plus de séances de 1 minute, 2 minutes. Quoique faut faire attention quand même avec ça, l'endurance est importante sur toutes les distances. Mais si vous faites du marathon, c'est sûr que c'est le volume qui va le plus payer, mais quand même faut faire de la qualité pour avoir un peu plus d'économie de course aux hautes intensités, puis améliorer son seuil 2 aussi, qui est un gros facteur limitant en général pour les coureurs. Donc voilà, aucun des deux, mais comme un bon dosage de intensité et de qualité. Après, petite parenthèse, le meilleur entraînement, c'est celui qui marche pour vous. Si vous avez des super perfs, que vous êtes trop content avec votre philosophie, continuez comme ça. Mais évidemment, il y a des principes qui sont un peu plus universels si vous voulez vraiment performer au maximum de vos capacités. Comment déterminer un bon volume d'entraînement en fonction de son niveau? C'est vraiment une bonne question. Puis, je te dirais que le meilleur volume d'entraînement, c'est celui qui te fait progresser et qui fait que tu ne te blesses pas. Donc, moi, je te dirais, pars de ce que tu fais en ce moment, sauf si ça te blesse, évidemment, et essaye d'augmenter saison après saison. Souvent, les gens découvrent le volume et là, ils veulent passer de, je sais pas, 60 km à d'un coup 100 km. Et en fait, ça, en général, ça ne marche pas, ou disons que le risque est assez élevé. Ce qui va marcher, c'est de dire, par saison, on va essayer de gagner 10, 15, voire 20 km en moyenne. Puis là, soyez rigoureux parce qu'en général, les gens, ils confondent un peu moyenne et pic de volume. Donc, vous faites vraiment la moyenne sur votre saison. Si vous avez une saison de 15 semaines, vous faites la moyenne sur 15 semaines et vous essayez de comparer
comparer entre vos saisons et d'augmenter progressivement ce volume-là. Par contre, je fais une précision, le volume d'entraînement est pas forcément relié au niveau. Il y a des gens qui vont être débutants et malheureusement, c'est terrible, hein, mais ils vont faire 32, 33, 34 minutes alors que ça fait moins de 2 ou 3 ans qu'ils courent. Là, il y a des gens qui ont des grosses prédispositions. Puis, il y a des gens qui vont courir depuis 10-15 ans, qui vont peut-être faire 40 minutes au 10 ou 45 et qui vont avoir un volume important parce qu'ils ont une expérience, une maturité d'athlète qui est plus importante. Donc, c'est plus une question de votre maturité athlétique et de ce que vous êtes capable d'encaisser. Et ça, il suffit de regarder dans votre journal d'entraînement. Comment faire plus de volume quand on a des problèmes de périostite? Les périostites, c'est un vrai problème. C'est une blessure de débutant notamment. Je pense que la plupart des débutants vont avoir des périostites à un moment. Moi, j'en ai eu personnellement dans mes premières années. Une grande partie des athlètes que je coach qui étaient dans leurs premières années ont eu des périostites. Bref, c'est très classique. Donc déjà, juste rassurez-vous. Si vous avez des périostites, dites-vous que c'est pas quelque chose qui devrait rester trop longtemps, mais ça peut quand même prendre plusieurs mois. Comment faire du volume quand on a des périostites? J'ai envie de te référer au podcast qu'on a fait avec Blaise parce qu'en termes de quantification du stress mécanique, c'est eux qui ont les meilleurs modèles. Je pense que c'est eux qui ont aussi beaucoup d'expérience là-dedans. Mais je pense que ce que Blaise répondrait, c'est de dire fais-en un peu moins, mais fais-le plus souvent et trouve le sweet spot, comme on appelle ça, c'est-à-dire le volume qui va te faire progresser, mais qui va pas faire empirer ta blessure ou ta douleur. Une erreur qu'on fait souvent avec les périostites, c'est de prendre du repos. Les gens, ils prennent 1-2 semaines ou des fois 2 mois de repos en pensant que ça va passer. Le problème, c'est qu'en fait, tu vas réduire la capacité d'adaptation de tes tissus. Fait qu'en fait, ce que ça va faire, c'est que tu vas pouvoir en faire moins la prochaine fois. Et au final, si tu en fais moins, tu ne peux pas créer des adaptations et tu peux pas courir plus. Donc en fait, fais-en tout autant. Essaye de courir un jour sur 2 ou quelque chose comme ça, mais fais-en pas beaucoup. Sois très rigoureux avec ta charge d'entraînement et fais-le de façon très progressive. Après un arrêt de 3 mois, comment reprendre la course à pied sans risque progressivement? Je crois, Driss, que tu donnes un peu la réponse dans ta question. Je pense que c'est juste l'idée d'être progressif tout simplement. Si tu reprends la course après 3 mois, honnêtement, tu fais 1, 2 ou 3 courses dans la semaine, même 15 minutes, 20 minutes, tu vas voir que ça va passer tout seul et essaye de pas être trop greedy, comme on dirait, c'est-à-dire de pas être trop impatient de vouloir faire progresser ton volume. Voilà, quand on se blesse, hein, c'est toujours la même chose, on en fait trop vite, trop fort, fait que voilà, juste être progressif et écris ton plan à l'avance et fais pas forcément en fonction de tes sensations parce que souvent les sensations sont trompeuses parce qu'on est très frais mentalement et tout, mais le corps, il faut qu'il s'habitue. Est-ce que des sessions VO2 pures sont nécessaires pour une prépa marathon? C'est une bonne question et je te dirais que c'est une question un peu difficile à répondre parce que personne ne sait exactement l'influence que va avoir un type d'entraînement pour un coureur précisément. Okay? Ce que je peux te dire de mon expérience, c'est que pour expliquer un petit peu la question aux gens, la question c'est est-ce que faire des entraînements VO2 max, donc VMA on va dire, est-ce que ça peut être utile, voire indispensable pour la prépa marathon? Est-ce que c'est indispensable? Clairement non. Le marathon c'est une distance qui est sous-maximale mais qui est très longue. Donc ton entraînement il doit être à l'image en fait de sous-maximal et long. Un marathon ça peut se courir à 70% de VMA pour des débutants, ça peut aller jusqu'à on va dire 85% de la VMA pour les très élites. Ça veut dire que quand tu fais des entraînements de VO2 max, tu es à 115, 120, 125% de ta vitesse marathon, voire plus. Donc moi la question que je pose c'est est-ce qu'on devrait avoir beaucoup d'entraînements à 125, 130% pour préparer une épreuve qui est très sous-maximale? Je pense pas. Ceci étant dit, je pense que laisser quelques entraînements de VMA bien modérés, bien dosés, ça peut avoir un intérêt notamment sur l'économie de course. Okay? Après la question qu'on me pose souvent c'est comment on quantifie, on en met combien, quel dosage? Ça c'est difficile à répondre, mais si vous avez un profil plus vitesse comme la plupart des gens, c'est-à-dire que votre 5 km, votre 10 km sont bien meilleurs en équivalence que votre semi et que votre marathon, vous avez peu d'intérêt à aller faire beaucoup de séances de VMA qui vont vous fatiguer et qui vont réduire votre volume général. Donc une règle que vous pouvez appliquer, c'est une séance par semaine maximum de VMA, c'est-à-dire tout ce qui est 400 mètres, 500 mètres, voire même 200 ou 300 mètres. Et pour ceux qui ont vraiment un profil vitesse, c'est-à-dire un gros déséquilibre entre vitesse et endurance, vous pouvez même faire une séance de VO2 max par 2 semaines et ça suffira largement. Quelles sont les personnes qui t'inspirent le plus en course? C'est une question difficile. Je te dirais qu'il y a quand même un coureur qui m'a plus inspiré que d'autres, c'est Nicolas Navarro. La première raison, c'est que je m'identifie un peu à ce mec-là parce qu'on a eu un petit peu les mêmes débuts sur marathon. Lui, il a fait son premier marathon en 2h28, je pense. Puis moi, j'ai fait mon premier marathon en 2h27. Et il a eu une telle progression qui est incroyable. Il a progressé de plusieurs minutes chaque année pour se rendre à 2,6 en 2023, je pense, à Séville. Et juste pour ça, ça fait rêver et ça veut dire que ce mec-là fait les choses très bien, probablement, sur beaucoup d'aspects. Et juste ça, ça force le respect parce qu'il est parti de loin pour arriver dans les meilleurs Français. Donc en gros, le mec, il est parti d'un niveau régional pour aller vers un niveau international et ça, c'est assez rare et j'avoue que c'est assez motivant de voir ça. L'autre raison, c'est que du point de vue de la personnalité, Nicolas Navarro, il est assez spécial parce qu'on dirait qu'il est dans son truc, il est dans son tunnel et on dirait qu'il s'en fout un peu d'essayer d'impressionner les gens avec ses entraînements ou de faire des temps qui sont un petit peu rapides pour montrer qu'il est fort. Tu sais, on dirait qu'il est vraiment
sécure comme personne et je trouve ça un peu admirable dans ce sport où tu sais on veut souvent montrer qui a la plus grosse, on veut souvent montrer qui domine à l'entraînement et tout. Et lui, non, il s'en fout. J'ai entendu dire qu'il est même capable de faire des séances de 400 ou de 500 mètres avec des gens qui font 10 voire 12 minutes de plus lent que lui sur marathon. Donc juste pour ça, je trouve que c'est un bel exemple à suivre et surtout il a l'air d'être tout le temps en contrôle durant les séances et c'est très proche de la philosophie que je défends aussi. Donc ouais, c'est un coureur qui m'inspire, clairement. Sinon, évidemment, il y a Jacob, hein. Il m'inspire beaucoup par la façon dont il s'entraîne, mais c'est vrai qu'on a moins de données sur son entraînement parce que lui, il met pas tout sur Strava comme Nicolas Navarro. Du coup, c'est un peu dommage, mais ouais, c'est un coureur qui m'inspire parce que je pense qu'il a une façon de s'entraîner qui est extrêmement intelligente, beaucoup plus qu'on peut penser, parce que des fois, il est un peu coquille, un peu prétentieux, mais en fait, non, je pense qu'il est assez smart comme gars. Qu'est-ce qui te motive à en faire toujours plus? C'est une excellente question. Je te dirais que c'est l'envie de savoir jusqu'à où je peux aller en course à pied. J'ai vraiment cette motivation à l'accomplissement qui fait que sur une grosse partie de fierté de la course à pied, c'est une grosse partie de mon identité. J'ai vraiment le goût pour la progression et voir jusqu'à où mon corps peut se rendre et surtout comment je vais faire pour m'y rendre. Fait que voilà, ça c'est quand même un peu une passion, c'est l'aspect très compétitif qui est en moi, mais pas compétitif juste par rapport aux autres, très compétitif par rapport à j'ai envie vraiment d'être le meilleur que je peux être et j'ai envie de me surprendre parce que si tu m'avais demandé il y a 10 ans si je pensais courir un jour 2h17, clairement pas, mais j'aimerais aussi que dans 5 ans ce soit la même chose, que je fasse un temps que je pensais pas réaliste aujourd'hui. Fait que voilà, c'est un peu ce désir-là de pas savoir vraiment où je vais finir en termes de chrono. Des objectifs pour 2023-2024, en fait c'est assez simple, j'ai un 10 km début août, donc c'est un 10 km aux États-Unis, c'est très rapide, ça se gagne des fois en sub 28. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un 10 km rapide et j'avoue que je suis un peu stressé parce que c'est pas des efforts que je fais beaucoup depuis 2 saisons. Par contre, je suis aussi très excité parce que le sub 30 forcément, ça fait longtemps que j'ai envie de le faire. J'ai envie même faire mieux que ça sur 10, mais voilà, on va y aller progressivement parce que je suis pas non plus entraîné pour du 10. Donc ça c'est un objectif on va dire B. L'objectif A c'est Valencia. Pour la 3e fois je vais faire le marathon de Valencia, je pense que c'est le 3 décembre. Et là le but ça va être de faire descendre le chrono encore une fois, donc 2,15, un truc du genre. Et je pense vraiment que je l'ai dans les jambes, donc j'ai très hâte. Aimerais-tu faire du triathlon un jour et pourquoi pas un Ironman? Pas vraiment. Puis ça c'est juste parce que c'est trop de temps. On va pas se mentir, j'ai déjà coaché des gens qui font de l'Ironman et du triathlon plus court par exemple. Quand je vois le nombre d'heures que ça prend pour être vraiment bon, déjà avec le nombre d'heures que je fais en course, des fois je trouve que c'est limite pour gérer les choses dans ma vie. Avec du triathlon, il faudrait tout redéfinir et je pense que ça voudrait dire non à une grosse partie de ma vie comme l'entreprise, Runwise, les vidéos, je pourrais en faire moins, ça serait tout serait plus dur en fait. Fait que juste pour cette raison, je ne pourrais pas faire du triathlon parce que si je fais du triathlon, ça va être forcément avec la même mentalité que j'ai en course à pied, c'est-à-dire performer le plus possible. Ce sera juste pas possible. L'autre raison, c'est que je suis pas un nageur, je suis pas un cycliste et que j'ai plus l'âge pour vraiment rattraper le retard en fait sur ces sports-là. Mais oui, un jour, juste en faire un pour le fun quand j'aurai 40-45 ans, clairement, j'aimerais au moins faire un triathlon dans ma vie. Même question sur le trail, est-ce que je vais faire du trail un jour? Pas tout de suite. Là, le but, c'est vraiment le marathon, un peu de 10, un peu de semi dans les 5-6 prochaines années. Est-ce que je ferai pas un petit trail un jour comme ça en été pour avoir du fun? Peut-être, probablement, mais ce sera jamais sérieux parce que moi, ce qui m'anime, c'est vraiment la course sur route, c'est ça que j'aime, c'est courir vite que j'aime. J'aime vraiment courir dans la forêt, mais disons qu'il manque un truc, il manque un peu l'aspect vitesse qui me plaît vraiment, fait que non, malheureusement, vous allez pas me voir forcément en trail les prochaines années. Comment définirais-tu l'ego? En faut-il beaucoup ou pas du tout pour performer à haut niveau? C'est une question difficile. Je te dirais que le premier problème avec l'ego, c'est qu'on a une définition qui est un peu différente de la définition qu'on peut avoir en sciences puis en psychologie. Dans le sens commun, j'ai l'impression que quand les gens disent « Oh, lui, il a trop d'ego », je crois qu'on veut dire que cette personne, elle est un peu prétentieuse, qu'elle a une très haute opinion de soi-même, qu'elle est même un peu orgueilleuse. C'est pas très positif, c'est même plutôt négatif. Donc ça serait peut-être l'ego poussé à l'extrême. D'un point de vue psychologique, quand on parle d'ego, on parle plus de la conscience de soi. En latin, l'ego, ça veut dire je, ça veut dire le moi en gros. Et ce que ça veut dire, c'est juste avoir conscience qu'on existe et donc mettre de l'attention sur ses valeurs, sur ses intérêts, sur ses objectifs, etc. Du coup, je pense que si tu veux performer à haut niveau, il faut forcément un moment que ton attention soit quand même sur toi parce que c'est un projet qui demande énormément de temps et d'énergie. Et si tu es toujours en train de te faire passer en deuxième, en fait, à un moment, je pense que ton entraînement va en pâtir. Ceci étant dit, je pense que trop d'ego, c'est-à-dire trop d'attention sur soi, ça peut être un problème aussi parce que tu finis par avoir un entourage social qui est peut-être moins supportant, peut-être même que tu vas t'isoler. Et on sait qu'un des facteurs prédicteurs de performance, ça peut être aussi le soutien social, l'entourage qui vraiment embarque dans ton projet et qui t'aide, etc. Donc en gros, ma réponse c'est oui, il faut de l'ego évidemment, mais c'est toujours une question de bon dosage. Puis en général, ça se ressent assez vite. Si t'as trop d'ego, tu vas avoir des réflexions, tu vas te sentir isolé et puis les gens vont te traiter de noms d'oiseaux. Enfin bref, t'as compris l'idée quoi. Tu sais, quand tu regardes un peu le sport de haut niveau, tu vois que c'est presque dans la culture du sport d'être un
petit peu showman, show-off. Tu prends Usain Bolt ou tu prends même Jacob en ce moment. Quand il gagne une course, tu sens vraiment que c'est le moi avant tout, mais en même temps, c'est ça le jeu du sport, tu sais. Le sport, on peut dire que ça remonte un peu, tu sais, ça ressemble un peu aux gladiateurs qui sont dans l'arène, et après, il y a un peu un culte de l'ego par rapport à cette personnalité emblématique qui fait rêver les foules et tout. Fait que je pense que ça fait du sens qu'il y ait de l'ego, mais je pense que c'est pas parce qu'il y a de l'ego qu'on est forcément égoïste et qu'on ne pense pas aux autres, et je pense que c'est important juste d'avoir un équilibre, mais ça, c'est vraiment chacun qui va voir midi à sa porte. Qu'est-ce qui t'épanouit le plus entre courir, coacher ou faire des vidéos YouTube? Je te dirais que c'est dur de choisir un des trois, et en fait, ça dépend de la période. Exemple, si je suis en prépa marathon, je suis au Kenya par exemple, je fais des 200 km, 220, 230, 240 et tout. Là, clairement, ce qui va m'épanouir, c'est la course à pied. Je suis à fond dedans, je suis dans mon tunnel, et la création de contenu sur YouTube ou même le coaching, bah, j'avoue que ça va un petit peu descendre dans ma motivation parce que tu peux pas tout faire en fait, tout simplement. Par contre, après une prépa marathon, quand j'ai couru beaucoup de volume, que je me sens fatigué, que j'avoue que la motivation à aller courir est moins présente, bah là, la création de contenu, elle reprend vraiment le pas sur les autres choses. J'ai envie de faire des vidéos, j'ai plein d'idées. Le coaching, pareil. Le coaching, c'est quelque chose de constant. Alors, j'adore coacher, j'adore aider mes athlètes à progresser, j'adore les voir progresser. Fait que voilà, il y a rien qui m'épanouit le plus. Je pense qu'il m'épanouit, c'est d'avoir les trois dans ma vie parce que les trois répondent à des besoins un peu différents, justement. Question nutrition. Tu prends quoi comme petit déjeuner? Il n'y a pas une seule chose. Ça peut être des œufs. Je suis très œuf pour deux raisons simples. La première, je suis très mauvais cuisinier. Par contre, je sais faire des œufs. Ça fait partie des trucs que je fais. Et je les fais pas trop mal. Je suis assez fier de mes œufs. Je fais soit des œufs brouillés, soit des œufs au plat, soit des omelettes. C'est plus rare, c'est plus dur. Mais la vraie raison, c'est qu'il y a beaucoup de protéines et que comme je le mange avec du pain, t'as des protéines et des carbs et c'est ce qu'il y a de plus important pour les coureurs. Évidemment, t'as aussi du gras, mais voilà, c'est très équilibré. Sinon, le gruau, un flocon d'avoine avec une banane, je trouve ça un peu moins fun, un peu moins, voilà quoi. Un peu moins intéressant, mais je le fais parce que c'est rapide à faire. Et sinon, des fois, ça peut être le reste de poutine de la veille, tu vois, j'ai pas de problème avec ça, même des fois, ça passe trop bien. Après une très grosse journée de 30-35 km, si j'ai pas fini ma poutine de la veille, bah le matin, des fois, je la mange même froide. Ouais, j'ai pas peur de le dire. C'est un peu bizarre pour les autres qui voient ça, mais... ouais, ça peut arriver. Question de Kevin Robertson. Kevin Robertson, c'est un coureur de haut niveau au Québec. Il a déjà fait 3,38 au 1500, sub 14 au 5000, fait vraiment du gros niveau. Selon toi, quelle est l'épreuve la plus difficile? 5 kg, 10 kg, 21 ou 42 km? Je vais vraiment prendre mon exemple personnel parce que je pense que ça va vraiment dépendre de chaque personne. Mais moi, la distance sur laquelle j'ai le plus souffert, où j'ai le souvenir le plus, j'allais dire traumatisant, mais tu sais, genre vraiment ça a été dur, c'est le 10 km. Je me souviens quand j'avais fait 30 minutes 11, tout seul, en time trial, enfin j'étais pas tout seul, il y avait des gens autour qui m'aidaient à vélo, mais j'étais tout seul à courir, c'était pas une course officielle, c'était pendant le Covid, c'était pour ma qualification à Valencia pour le standard élite, fallait que je fasse moins que 30 minutes 15 et j'avais fait 30-11, du coup j'avais pu être élite à Valencia et là je m'étais vraiment fait mal, je pense que dès le 4e ou le 5e kilo, j'avais eu mal, ouais, j'avais souffert. Je te dirais que le marathon c'est dur, mais comme c'est très sous-maximal et que je suis très entraîné à chaque fois, j'en garde pas des traces difficiles. En deuxième, je te dirais que le semi-marathon c'est vraiment dur parce qu'à mon niveau, comme ça se court en 1,5, 1,6, c'est proche de 1 heure, bah t'es à peu près à ton seuil 2 pendant 1 heure. Et du coup, ça tabasse pas mal la gueule quand même. Après, le 5, je te dirais que pour moi, c'est un des plus faciles parce que ça fait très mal, mais c'est très court. Question suivante, est-ce qu'une vidéo sur le Kenya arrive bientôt? Absolument. Il y a une vidéo Kenya qui est en cours de préparation depuis longtemps. Alors, ça prend du temps d'écrire une vidéo comme ça. Et le truc qui est différent avec cette vidéo, c'est que je vais travailler avec un monteur pour la première fois. Donc, pour son premier projet, c'est vraiment un gros projet. Et ça m'a pris beaucoup de temps pour l'écriture, pour rassembler aussi tous les rushs qu'on avait. D'ailleurs, il y a beaucoup de rushs qui sont du vidéaste de Mathieu Blanchard qui m'a tout donné gratuitement. Donc bref, c'est une vidéo en préparation qui devrait sortir la semaine prochaine au moment de cette vidéo, je l'espère. Donc j'espère vraiment qu'elle va vous plaire parce que c'est quand même beaucoup de travail. Et pour finir, j'ai eu pas mal de questions sur les chaussures, du genre est-ce qu'il faut absolument courir en plaque carbone, les Mach 5 versus les Mach X, enfin bref, plein de questions. Je vais pas répondre à vos questions sur les chaussures aujourd'hui parce qu'on est en train de préparer une vidéo sur justement mes chaussures préférées durant les prépas et surtout pourquoi. Un peu dans le style de la vidéo qu'on avait fait sur la rotation des chaussures. Je sais que cette vidéo vous avait plu, mais ça commence à remonter, ça fait peut-être 2 ans, donc voilà, je vais faire une vidéo dans les prochaines semaines là-dessus. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo sur les chaussures pourrait vous plaire. Voilà, c'est fini pour la FAQ, désolé si votre question n'a pas été posée aujourd'hui, comme je vous disais en début de vidéo, on en a reçu un petit peu trop. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce nouveau format, parce qu'on pourrait être amené à en refaire plus souvent, alors pas toutes les semaines, hein, mais on pourrait en faire par exemple une FAQ à la fin de chaque saison pour répondre un petit peu à toutes vos questions et tout. Moi perso, j'adore ce format, j'espère que vous aussi. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!